Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle version Diag. Il s'agit de la 0.12 et c'est une version un petit peu de transition parce qu'elle apporte beaucoup de nouveautés, mais ces nouveautés vont probablement pas mal évoluer dans un futur assez proche, donc il faut voir tout ça comme un premier pas. Donc à titre de survol rapide, on roule désormais avec la toute dernière version du moteur Unreal Engine, donc la 4.25. On a une nouvelle DLC qui arrive pour le contenu antique. On a une nouvelle interface, une nouvelle façon également de déplacer les pions, et puis un petit peu de nouveaux contenus comme vous pouvez voir à l'écran. Donc avant de commencer, je voudrais simplement rappeler rapidement que tout ce que je vais dire dans cette vidéo est résumé dans les petits aides-mémoire PDF, enfin le petit aide-mémoire PDF, il y en a en anglais et en français. Vous pouvez récupérer cet aide-mémoire en cliquant sur ce bouton qui vous emmène sur la page de documentation de YAG, laquelle contient un lien direct vers le PDF que vous pouvez télécharger, mais vous pouvez également cliquer directement sur ce bouton qui va ouvrir le PDF. Voilà. Ce PDF, il contient 3 volets. Donc une première page qui résume ce qu'il faut savoir pour le joueur, pour déplacer la caméra, etc. Une deuxième page qui résume ce qu'il faut savoir sur les pions. Et puis une troisième page un peu plus graphique, une espèce d'infographie qui rappelle rapidement les touches et les commandes indispensables pour manipuler les curseurs, les pions, etc. Voilà, donc n'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil à ce petit PDF, il est je pense très utile. On va commencer avec la nouvelle DLC, donc comme toutes les DLC, il faut commencer par l'installer. Pour ce faire, vous pouvez soit aller directement sur Steam et chercher YAG plus Antiquity et ça va vous amener sur la page de la DLC. Vous pouvez également aller sur la page de YAG qui s'appelle Get It et qui vous donnera un lien vers la DLC. Donc la raison d'être principale de cette DLC, c'est en fait que les DLC médiévales et médiévales fantastiques grossissaient trop vite. Et donc j'ai décidé de séparer le contenu antique pour en faire une DLC dédiée. Donc s'il s'agit du contenu grec, romain et égyptien. Donc tout le contenu de cette DLC n'est pas nouveau. Il y a une bonne partie de son contenu qui a été déplacé depuis les DLC médiévales et médiévales fantastiques. Mais bien sûr, elle contient également un petit peu de contenu tout neuf parce qu'il n'est pas question de réaliser une DLC sans nouveau contenu, ça ne se fait pas. Voilà pour la DLC, donc c'est évidemment gratuit comme toujours, mais il faut l'installer, donc n'oubliez pas de le faire si vous voulez en profiter. On va attaquer ensuite le clou de cette nouvelle version qui est la nouvelle interface. Donc cette interface, elle est désormais organisée en deux grosses parties. La première partie, c'est le menu principal qui se trouve en haut à gauche de l'écran que vous voyez ici. Et puis la deuxième partie, c'est toutes les fenêtres qui sont gérées par ce menu. Alors, le menu peut être masqué ou affiché en utilisant la combinaison CTRL-espace, vous voyez ici. Et puis les fenêtres elles-mêmes, la configuration courante de fenêtre peut être affichée avec la barre d'espace. Donc en utilisant espace et CTRL-espace, vous pouvez afficher ou masquer ce dont vous avez besoin. La barre verticale du menu fonctionne exactement comme l'ancienne interface, c'est-à-dire que chaque bouton va afficher ou masquer la fenêtre qui lui correspond. Donc c'est la même chose qu'avant, sauf qu'avant on affichait des panneaux et maintenant on affiche des fenêtres. Alors ces fenêtres peuvent être déplacées à volonté, elles peuvent être également redimensionnées, mais vous voyez qu'elles conservent toujours leurs proportions, sauf une seule, qui est la fenêtre du journal, qui peut être reproportionnée à volonté. Donc ce qui permet éventuellement d'avoir le journal dans un coin gauche ou droit de votre écran, ou si vous préférez, d'avoir un journal plus horizontal que vous pouvez placer en haut ou en bas. Pour le moment, on va laisser le journal tranquille comme ça. Je vais parler rapidement des avantages que procure cette nouvelle technologie, cette nouvelle interface,
puisqu'elle ne fait plus partie du décor, c'est plus une interface 3D, c'est une interface qui est entièrement en 2D, donc qui est positionnée sur l'écran indépendamment du décor, et ça amène pas mal de conséquences heureuses pour nous. La première, c'est que l'interface est toujours au premier plan, donc vous voyez maintenant si je vais très près du sol, elle n'est jamais masquée, si je vais dans un arbre ou à côté d'un pion, elle ne sera jamais masquée non plus, donc elle reste toujours au premier plan, ce qui est une bonne nouvelle. Et puis la deuxième bonne nouvelle, c'est que ne faisant plus partie de la scène, l'interface n'est plus affectée par les effets de post-process et les filtres de couleur. Donc typiquement, j'ai fait la même erreur que dans la vidéo en anglais, j'ai oublié de vous parler aussi d'une nouveauté qui est ici. On a désormais la possibilité de gérer des favoris. Donc on peut sélectionner un certain nombre d'effets ou de filtres de couleurs comme étant des favoris, il suffit de cliquer dessus, et puis on peut afficher uniquement les favoris qu'on a choisis, voire les filtres qui sont actifs. Donc je reviens sur l'interface qui n'est pas affectée par les effets de post-process, et vous pouvez voir que même quand on applique des effets assez violents, comme celui-ci, ou même moins violents en tout cas, l'interface n'est pas du tout affectée, elle reste toujours visible, donc on peut plus perdre l'interface à cause des effets de post-process, ce qui est une très bonne nouvelle. Voilà, je vais pouvoir vous parler maintenant, après cette petite parenthèse, de la barre horizontale du menu principal, qui est une nouveauté dans YAG. Donc la première chose dont je vais vous parler, c'est ce bouton qui est ici, qui normalement ne devrait jamais servir, mais s'il doit servir, c'est qu'il est absolument indispensable. Ce bouton, en fait, va ramener dans leur position par défaut et puis leur dimension par défaut également toutes les fenêtres visibles. Donc vous voyez ici avec cette fenêtre Delta, si je clique, c'est la seule visible, si je clique sur le bouton, ça la ramène. Alors l'intérêt de ce bouton, c'est que si jamais vous perdez une fenêtre, par exemple si vous la mettez tout à droite, que vous changez la résolution de votre écran, pour une raison ou pour une autre, elle devient inaccessible. En toute franchise, pour l'instant, j'ai pas réussi à le faire, mais enfin on ne sait jamais. Si pour une raison ou pour une autre, donc une fenêtre devenait inaccessible, eh bien vous pouvez la rappeler à l'aide de ce bouton. Donc pour ce faire, vous éteignez toutes les fenêtres avec le bouton qui est là, vous affichez la fenêtre que vous ne voyez pas ou que vous n'arrivez pas à accéder, et puis vous cliquez sur le bouton, ça va vous ramener la fenêtre en pleine visibilité. Donc normalement, il n'y a aucun risque de perdre des fenêtres, mais si jamais vous en perdez, eh bien il est très facile de les récupérer de cette façon-là. Donc vraiment, il n'est pas possible de perdre des fenêtres avec ces mécanismes. Voilà. Les boutons qui sont ici, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, fonctionnent de la même manière et sont là pour pouvoir enregistrer et rappeler des préconfigurations, donc soit des configurations de fenêtres pour la liste qui est à gauche ici, soit des configurations de caméra pour la liste qui est à droite. Donc je vais vous expliquer tout ça, je vais vous montrer tout ça tout de suite. On va commencer par faire apparaître le journal. Imaginez que j'aime bien le journal dans cette position-là et dans cette configuration-là. Je vais l'enregistrer sur le bouton 1. Donc pour ce faire, et ça sera valable pour tous les boutons, pour enregistrer une configuration, vous appuyez sur la touche CTRL et vous cliquez sur le bouton correspondant. Donc j'ai appuyé sur CTRL, j'ai cliqué sur 1. Maintenant, je peux rappeler cette configuration comme j'ai envie. Donc ça peut être utile pour faire par exemple une configuration de tous les jours, c'est-à-dire une configuration dans laquelle on voit le journal et on a l'écran qui est relativement dégagé. On peut également se préparer une configuration de combat, par exemple en affichant la feuille de perso graphique et puis le gestionnaire des feuilles de perso ici. Je vais lui diminuer un peu sa taille. Voilà, si je suis satisfait de cette configuration, donc qui me permet rapidement d'accéder à mes feuilles de perso interactives, etc., eh bien, je vais appuyer sur CTRL, cliquer sur le deuxième bouton, et désormais, les deux configurations sont disponibles en un clic. Donc là, je rappelle ma configuration de combat. Quand le combat est fini, je peux revenir à une configuration normale. Voilà. Donc vous avez 4 configurations avec lesquelles vous pouvez jouer. Et elles sont évidemment sauvegardées quand vous quittez le jeu. On a exactement la même chose ici pour les vues de caméra. Donc imaginez que j'ai une vue globale ici qui me plaît, je vais l'assigner au premier bouton, donc j'appuie sur CTRL, je clique sur le bouton, et maintenant si je vais n'importe où et que je reclique sur le bouton, ça va me ramener dans la vue ici. Donc cette vue, elle fonctionne également avec les
les attachements. Donc typiquement, je vais repasser en troisième personne ici. Donc là, je me suis attaché au cheval que vous voyez. Et si je veux enregistrer cette configuration, eh bien pareil, je vais cliquer sur CTRL, enfin appuyer sur la touche CTRL, cliquer sur le deuxième bouton, et désormais, je peux revenir au cheval comme j'ai envie. Donc je peux naviguer entre mes différentes vues enregistrées en utilisant les boutons. Voilà, donc on a fait, je pense, le tour de l'interface. Il me reste à vous montrer une nouvelle fonctionnalité qui est un nouveau type de déplacement possible pardon, pour les pions. Donc pour ça, je vais utiliser le Pégase qui est ici. Alors, petit rappel, vous vous souvenez forcément que dans YAG, on déplace les pions en les sélectionnant. Ensuite, avec un clic droit, on met le curseur où on veut. Et quand on relâche le curseur, le pion va rejoindre son curseur. On peut faire également la même chose en restant attaché à un pion. Donc ici, j'appuie sur la touche F pour m'attacher au Pégase. Et quand je le déplace, eh bien, ma caméra suit le pion auquel elle est attachée. Donc ça, c'est la façon dont YAG a toujours fonctionné, et ça fonctionne toujours de la même manière, il n'y a rien de changé, mais on a désormais une option supplémentaire ici. Je vais agrandir un petit peu la fenêtre pour vous faire voir. Cette option, elle prend la forme d'une puppette, d'une marionnette, d'accord, et donc d'une case à cocher. Et si on coche la case, à ce moment-là, YAG va se comporter d'une façon tout à fait différente. Donc tant qu'on est attaché à aucun pion, ça fonctionne comme ça a toujours fonctionné. Par contre, dès qu'on s'attache à un pion, vous allez voir qu'il y a plusieurs choses qui se font. La première, c'est que le curseur du pion a totalement disparu. Même si j'essaye de cliquer sur le pion, le curseur reste invisible. Et puis, si j'essaye de déplacer le pion avec le curseur, avec le clic droit ici, eh bien rien ne se passe, le pion ne se déplace plus. En fait, ce qui se passe, c'est que je suis désormais dans un mode de possession du pion, et pour déplacer le pion, je vais pouvoir utiliser directement les touches de déplacement du clavier. Donc c'est quoi QZSD, A et E. Voilà, donc évidemment je peux choisir des positions de caméra qui me conviennent. Donc celle-là, elle n'est pas forcément très pratique, mais c'est pour vous montrer qu'on peut faire ce qu'on veut. Si je double-clique sur la molette de la souris, ça me remet dans une vue à la troisième personne par défaut. OK. Et puis cette vue, je peux évidemment la rendre plus dramatique en modifiant le niveau de zoom ou le point de vue. Ça fonctionne évidemment également en première personne, donc j'appuie sur H pour passer en première personne, et donc je peux me déplacer dans un mode très immersif dans ma scène, mon donjon, etc. en première personne. Voilà. Je vais repasser en troisième personne et puis en vue par défaut, pour vous expliquer la dernière chose importante avec ce nouveau mode de déplacement. Vous savez que les pions dans YAG ne peuvent pas aller en arrière, donc là je vais quitter ce mode-là, et puis si j'essaye de déplacer, je vais renvoyer le pion au sol, si j'essaye de déplacer le pion vers l'arrière, ben, il fait demi-tour, il va toujours vers l'avant, donc j'ai pas d'animation en arrière pour les déplacements des pions, donc les pions ne peuvent se déplacer que en avant, à droite ou à gauche, et donc j'ai utilisé cette contrainte de YAG pour permettre de se détacher d'un pion quand on est en mode possession, en mode marionnette du pion. Donc pour se détacher d'un pion, eh bien, il suffit d'appuyer sur la touche S, qui est la touche de déplacement arrière, et là on quitte le pion, et le pion se déplace à nouveau comme il le fait ordinairement dans YAG. Donc encore une fois, quand on possède un pion avec cette option euh, cochée, on déplace le pion directement, on ne peut plus le déplacer à la souris, et si on veut se détacher du pion, eh bien, il faut partir en arrière, et à ce moment-là, on récupère les contrôles normaux de YAG. Voilà. Dernière chose dont je vais parler à propos de ce mode-là, c'est que j'ai commencé à mapper les commandes d'une manette pour pouvoir déplacer les pions avec une manette. Donc c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Là, j'utilise plus le clavier, j'ai posé le clavier et j'ai une manette entre les mains. Et donc vous voyez que je peux aller en avant, à droite, à gauche et m'envoler et me poser sur le sol. Voilà, donc vous pouvez utiliser une manette si ça vous amuse.
La seule chose qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, n'étant pas un joueur, un gamer expérimenté moi-même, je ne sais pas quels sont les boutons standards utilisés sur les manettes pour faire les types d'actions standards. Donc pour l'instant, j'ai mappé aucun bouton de la manette. Donc comment dire, les seuls contrôles qui sont autorisés sur la manette sont comment ça s'appelle, la manette, le contrôleur gauche du pouce qui permet d'aller en avant, à droite et à gauche, d'accord? Et puis le contrôleur droit, le contrôleur du pouce droit qui permet d'aller en haut et en bas. C'est les seules fonctions qui sont mappées sur la manette, donc n'essayez pas d'appuyer sur les boutons de la manette, ils ne sont pas mappés du tout et donc ils ne sont pas utilisables. Voilà, on a fait le tour des nouvelles fonctionnalités. On va maintenant rapidement faire un petit survol du nouveau contenu. Donc tout d'abord, on a quelques nouveaux bâtons de magicien qui sont très beaux. On en a 16 en tout, donc là j'en fais voir que 4, mais il y en a 16. Donc on a un petit plateau de nouveaux bâtons de magot qui sont très très sympas, ornementés et tout. Il y en a certains qui peuvent être bien pour des nécromanciens, nécromanceurs, j'ai le mot en anglais dans la tête, des nécromanciens. Voilà. On a également une petite guerrière antique, donc qui est dans la DLC Antiquité naturellement, qui vient avec quelques variations, vous en avez deux ici. Et on a également une nouvelle guerrière qui vient avec deux types de costumes. Donc un premier costume un peu léger, donc peut-être de voleuse ou d'archère. Et puis on a un deuxième costume plutôt de chevalier ou de chevalière, je ne sais pas s'il y a un féminin au mot chevalier, mais en tout cas une allure plus guerrière, donc qu'on verrait bien avec une épée, un bouclier. Voilà, donc celle-là elle est dans la DLC médiévale. On a également des nouveaux golems de forêt qui arrivent en 4 modèles qui sont absolument magnifiques. Et ces modèles arrivent avec de nombreuses variations. Donc pour vous faire voir ça, je vais quand même sortir le plateau qui est là. Euh, voilà, donc on a ici, vous voyez, les 4 modèles qui arrivent chacun avec, je crois, 4 ou 5 variations. Donc on peut les utiliser. Mais un autre intérêt de ces golems, c'est qu'ils sont livrés avec avec des versions non réalistes, donc des versions plutôt stylisées et même franchement toon parfois. Vous pouvez voir le plateau ici. Voilà, donc ça fait beaucoup de variations pour ces golems qui peuvent être utilisés dans plein de styles différents. Donc à titre d'exemple, vous avez ici ce golem-là qui est dans sa version réaliste, qui est absolument magnifique. Et puis vous avez le même golem dans une version plus stylisée, beaucoup moins réaliste, et puis franchement cartoon ici. Donc les trois possibilités ont énormément d'intérêt. Ensuite, on a deux nouveaux démons que j'affectionne beaucoup, qui sont crado à souhait, qui sont bien, bien effrayants. Le premier, c'est un espèce de minotaure démon aveugle, tout à fait effrayant. Et puis le deuxième que j'adore naturellement, c'est un centaure démon qui est superbe. Les deux arrivent avec quelques variations de couleurs. Voilà, donc c'est une très très belle addition. Je crois que je les ai mis dans la DLC antique parce que c'est du Minotaure et du Centaure. Ensuite, on a 5 nouveaux personnages garous, donc ours, taureau, croco, éléphant et léopard, qui sont extrêmement beaux, qui arrivent chacun avec deux versions, donc une version complètement en armure et puis une version plus tribale avec juste un pagne. Voilà. Je vais redire ce que je dis à chaque fois dans toutes les vidéos où je présente du contenu. N'oubliez surtout pas d'utiliser ce bouton qui apporte énormément de variations à tous les personnages. Donc ici dans ces personnages, il supprime une partie de l'armure en général, ce qui permet d'avoir pour un personnage en armure, une version armure lourde et une version armure plus légère. Et puis pour un personnage non en armure, un personnage tribal, ça permet de l'avoir soit avec le pagne, soit tout nu, si on veut faire une version plus sauvage. Voilà, donc on a quatre nouveaux personnages garous qui sont extrêmement beaux. On a également un nouveau petit vampire ici, une créature vampirique qui arrive avec 5 ou 6 variations de couleurs, j'en ai mis que 2 ici, qui est extrêmement belle. Et alors vous avez des variations poilues et des variations sans poil. Donc c'est un très très beau, une très très belle figurine. Ensuite on a un petit loup-garou cartoon, donc un espèce de toon-garou qui est très mignon et très sympathique, qui arrive aussi avec quelques variations de couleurs. Et puis enfin, on a 9 nouveaux animaux préhistoriques qui sont extrêmement beaux là encore, et puis qui viennent alimenter
de façon très agréable le plateau des dinos, le plateau des animaux préhistoriques qui s'enrichit donc très agréablement ici. Vous pouvez voir, alors ces nouveaux dinos, ils arrivent en général avec deux couleurs, une couleur normale, réaliste, et puis une couleur plus zombax, zombie, une couleur plus zombie, qui peut être utilisée, vous voyez ici le stégosaure dans sa version réaliste, et puis dans une version plus zombie, qui peut être utilisée pour faire du zombie, pour faire un animal blessé, mais aussi si on joue de la corruption, ça peut être un animal corrompu par exemple. Voilà, donc on a ça sur la plupart des animaux. Le T-Rex arrive avec même plus de variations encore. Il a deux variations réalistes, une variation zombie et puis une variation un peu clown. Enfin clown, disons plus coloré, on va dire. Je devrais pas dire que c'est du clown, mais une version un peu plus colorée. Voilà, donc ça commence à faire un plateau préhistorique qui est bien fourni et donc voilà, qui peut être tout à fait utile. Je vais terminer la vidéo en vous montrant la nouvelle DLC, quelques aspects de la nouvelle DLC antique. J'ai préparé une sauvegarde ici qui s'appelle Musée Antique qu'on va charger tout de suite. Donc dans cette sauvegarde, la forêt n'est évidemment pas neuve, c'est une forêt qui existe depuis longtemps. On a ici le donjon qui est un donjon romain, donc qui fait partie des nouveaux thèmes. Il y a deux nouveaux thèmes dans la DLC antique. On a donc un donjon ici romain avec au sol des mosaïques magnifiques. On a également ici un temple qui est nouveau, qui est extrêmement beau, donc que j'ai ici ornementé de statues. On peut évidemment varier la taille des statues. Ici, je les ai mises géantes pour qu'elles soient plus majestueuses et spectaculaires. J'ai peuplé le donjon, le temple avec une statue de déesse grecque. C'est superbe. Voilà, donc on a également des ruines, ici des ruines romaines qui permettent donc de donner potentiellement une très belle ambiance. La DLC antique contient énormément de statues, des statues historiques et réalistes. Donc ici j'ai fait un petit musée qui permettent de donner encore une très très belle ambiance. Et puis je termine en vous montrant juste rapidement le nouveau thème grec qui est ici, qui est un petit peu plus dépouillé, qui contient essentiellement du sable et des colonnes. Je n'ai pas peuplé ce donjon volontairement pour que on puisse le peupler avec le thème qui nous intéresse. Donc évidemment au centre des pièces on peut mettre des statues réalistes, mais on peut également mettre des statues fantasy, des statues d'horreur, des statues naines, des choses comme ça. Donc ça permet d'avoir plus de variations pour ce même thème et de le peupler comme on a envie de le peupler. Voilà, ça fait pas mal de choses. Je crois qu'on a fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer. Donc on a vu la nouvelle DLC, on a vu la nouvelle interface, on a vu la nouvelle façon de déplacer les pions avec la possession et on a fait le tour du nouveau contenu. Donc je crois que je vais arrêter la vidéo ici. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore ici. J'espère que ça vous a plu. Puis si c'est le cas, comme d'habitude, on se voit avec plaisir dans la prochaine. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao.